On va revenir sur les principales étapes de ce conflit avec vous, Julien Gall, bonsoir. Le 24 février 2022, à 4h30 du matin, la guerre commençait. Effectivement, Jean-Christophe, et ce jour-là, eh bien, une pluie de bombes en fait s'abat sur l'Ukraine et des colonnes de chars russes foncent sur Kiev. Vladimir Poutine prévoit ce qu'on appelle une guerre éclair, ce qui ne fonctionnera bien évidemment pas. Ici, en rouge, vous voyez sur cette carte la progression des Russes à l'époque au nord et au sud, au-dessus de la mer d'Azov. Seulement un mois plus tard, le 27 mars 2022, l'armée russe contrôle 25% du territoire ukrainien, un peu plus de 151 000 km². Elle s'approche à 15 km à peine de la capitale. Vous pouvez voir ici, près de Kiev, en fait, le front est figé par rapport à la carte que je vous montrais précédemment. Et à l'époque, les stations de métro servaient d'abri aux civils. Mais contre toute attente, le 3 avril 2022, eh bien, les Ukrainiens résistent mieux que prévu et obligent l'armée russe à se retirer autour de Kiev, et dans tout le nord du pays, le monde entier découvre alors les horreurs commises, notamment dans les zones occupées, notamment à Boutcha. Quelques semaines plus tard, le 17 mai 2022, l'armée russe, sur la défensive, remporte une bataille symbolique en prenant Mariupol. Après des semaines de combat, la ville est complètement détruite. À ce moment-là, le front se stabilise. Le front se stabilise, mais le 17 mai 2022 ensuite, l'armée ukrainienne lance une contre-offensive. En quelques semaines, elle reprend plus de 15 000 km². Je vais vous remontrer cette carte où on voit ici les zones qui disparaissent. Ce sont en fait les Russes qui perdent du terrain et reculent à l'est et au nord de la Crimée. Donc ça, c'est pour septembre 2022. Et 2 mois plus tard, en novembre 2022, l'Ukraine s'empare de Kherson. C'est la seule capitale régionale, Kherson, contrôlée par la Russie. Julien, on le voit avec leur contre-offensive, les Ukrainiens réussissaient à ce moment-là une percée fulgurante, mais depuis, l'armée russe a repris du terrain. Oui, effectivement, depuis, l'armée russe s'est redéployée autour de la ligne de front actuelle, en fait, puisque les zones de combat les plus féroces se concentrent aujourd'hui autour de la zone que vous voyez ici en rouge, avec ici la ligne de front que vous pouvez voir, et particulièrement à Bakhmout, assiégée par l'armée russe depuis de longs mois. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Russie va prochainement lancer une nouvelle offensive? De nombreux experts disent qu'une prochaine offensive est imminente, et donc 1 an après le début de la guerre, la Russie contrôle aujourd'hui 18% du territoire ukrainien, près de 11 000 km². Les Russes ont donc perdu des territoires par rapport à ce qu'ils avaient gagné au plus fort de leur avancée. Merci Julien Gall pour toutes ces explications. Se sont mobilisés, la vie sur les rails et dans les wagons, une véritable chaîne de solidarité. C'est un reportage de la télévision ukrainienne, commentaire signé Julien Gall. Passe-moi le gosse. Non, papa, non. Évacuer les femmes et les enfants d'abord. C'était la priorité des services ferroviaires au moment où des citoyens ukrainiens fuyaient leur pays en guerre. Dans le train, il fallait utiliser tous les espaces libres possibles. Cet agent se souvient. Le plus difficile, c'était de dire à quelqu'un qu'il n'y avait plus de place, qu'il fallait attendre encore des heures. Tout le monde voulait monter dans le premier train disponible, comme si c'était sa dernière chance de partir. Pour faire évacuer un nombre important d'Ukrainiens, les contrôleurs ont dû être rapidement formés. Trop peu nombreux, ils travaillaient jusqu'à 50 heures par semaine. À l'époque, nous ne voyions pas le temps passer. Nous étions concentrés sur notre tâche. Nous ne pensions qu'à bien faire. La priorité de tous ces cheminots, effectuer leur mission de manière sérieuse et organisée. La chef de bord a fait stopper en pleine voie certains trains pour permettre à des civils de monter à bord. Nous nous arrêtions partout et nous prenions tout le monde. En moyenne, entre 150 et 300 passagers pour 50 places, tous embarqués pour un voyage périlleux, parfois interrompu par des chars ennemis bloquant le chemin ou lorsqu'un missile percutait l'intérieur du train. Cet appareil a été utilisé pour évacuer des citoyens d'Irpin et de Boutcha en plein cœur des combats.
Observez les dizaines d'impacts suite au bombardement des deux côtés de ce train attaqué. Il circulait à vide et venait d'évacuer des personnes vers Kiev avant de retourner à Irpin pour en accueillir d'autres. Mais il a essuyé des tirs. Un policier a été blessé. Les rails sont désormais réparés et les héros du chemin de fer ukrainien se remettent au travail pour s'assurer que tous ceux qui en ont besoin puissent compter sur eux. Voir ce parallèle entre votre président dont on vient de parler et puis le chef du Kremlin, puisque face à Zelensky se dresse Vladimir Poutine depuis 1 an maintenant. Les relations entre les deux hommes, vous me direz ce que vous en pensez, et Général Paloméros aussi, s'il y a un dialogue possible, envisageable un jour entre eux, mais auparavant, voyez ce reportage signé Julien Gall, il revient sur l'année de ces deux chefs d'État que tout oppose sur le fond comme sur la forme. Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, deux chefs de guerre au style très différent. Dès le début de la guerre, dans la nuit du 25 février 2022, alors que les États-Unis craignent pour la sécurité de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, entouré de ses ministres et conseillers, sort dans les rues de Kiev, se filme et diffuse la vidéo sur son compte Instagram. Son message, l'Ukraine tiendra. Bonjour à tous, chers Ukrainiens. Je suis là. Nous ne déposerons pas les armes. À l'opposé de l'image d'un président connecté, présent sur les réseaux sociaux pour mobiliser ses troupes, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, tantôt figé derrière son bureau lorsqu'il annonce à la télévision le début d'une opération spéciale en Ukraine, ou pour d'innombrables réunions par visioconférence avec son gouvernement, tantôt vissé sur un immense fauteuil lorsqu'il réunit son état-major militaire. Deux présidents et deux visions de la diplomatie en plein conflit. Depuis le début de l'offensive, le chef d'État russe n'a effectué que quelques rares visites à l'étranger dans des pays de l'ex-URSS, Tadjikistan, Arménie ou Biélorussie. Volodymyr Zelensky, à l'inverse, multiplie les déclarations face aux dirigeants du monde entier, par visio d'abord. Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'Union européenne. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'OTAN. Puis lors de rencontres avec Joe Biden à la Maison-Blanche, au sein de l'Union européenne, à Bruxelles, Londres et Paris. À chaque déplacement, un message principal, l'Ukraine vaincra. Zelensky, l'Européen, face à Vladimir Poutine montrant sa puissance devant des milliers de Russes rassemblés sur la place rouge ou à travers des diatribes contre l'Occident qui, selon lui, souhaite détruire la Russie. La chute de l'hégémonie occidentale est irréversible. Je répète que plus rien ne sera comme avant. Le combat que nous devons mener est pour notre peuple, pour la grande Russie historique. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, c'est aussi deux manières différentes d'apprivoiser les terrains de guerre. Le président ukrainien effectue régulièrement des visites surprises à Bakhmout, Kharkiv ou encore Kherson. Une manière de galvaniser les troupes bien différente de celle de Vladimir Poutine, qui lui préfère les menaces.